Eh bien, bonjour, c'est Patrick. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, dans le cadre de ce podcast, en fait, sur la créativité, de plusieurs mots, en fait. Je dirais le mot prévisible, le mot imprévisible, et puis ce fameux couple, en fait, innover ou créer. Alors, je m'explique par rapport à tout ça. J'étais en train de réfléchir, encore une fois, à plein de choses. Tu commences à savoir que j'arrête pas, quoi. En fait, j'ai la tête toujours en ébullition. Et à ce titre, je dirais que je suis plutôt un créateur qu'un innovateur. En fait, si j'étais un innovateur, je pourrais payer mes factures beaucoup plus facilement qu'en tant que créateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'innovateur, celui qui innove, il ne va pas se disperser sur plusieurs idées, il va en prendre une seule et il va la mettre vraiment en action. C'est ce qui différencie en fait celui qui innove de celui qui crée. Celui qui crée, il a des idées à répétition, si tu veux, il n'arrête pas, c'est une vraie mitraillette à idées. Le seul problème, c'est que sur l'ensemble de ces idées, il les développe très peu, en fait, en général, où il peut laisser aussi aux autres le soin de les développer. Lui, il produit des idées et c'est rare, en fait, qu'il les mette en application de la bonne façon. Alors, de la bonne façon, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, c'est un métier, en fait, d'innover. C'est un métier de mettre en application une idée, c'est-à-dire qu'il faut étudier, en fait, toutes les possibilités de mettre en place cette idée, et c'est pas une mince affaire. Alors, moi, j'ai pas toujours été peintre, hein, peut-être que je te l'ai déjà dit dans une autre émission. Parmi toutes mes casquettes différentes, j'ai aussi été directeur des opérations dans une SS2I, c'est une société d'informatique, où on avait comme objectif d'implanter en fait des progiciels de gestion. Voilà, donc il y avait plusieurs chefs de projet et puis plusieurs clients bien sûr, et donc il fallait à chaque fois faire une étude, ce qu'on appelle une étude d'adéquation entre les désirs en fait qu'avaient les clients par rapport à ce progiciel, qui était tout à fait paramétrable, et puis une certaine réalité aussi de ce que pouvait faire le logiciel. Donc la raison en fait de cette étude d'adéquation, c'était ça, c'était arriver à trouver la bonne conjonction entre le désir du client et puis les capacités en fait du logiciel. Alors le logiciel pouvait avoir un certain nombre de capacités de base, et si tu veux, s'il y avait des options supplémentaires à rajouter, il y avait aussi une équipe de développeurs qui s'occupait en fait de coder de manière à pouvoir implémenter ces options supplémentaires. Et c'était pas toujours dans la facilité, bien sûr. À chaque fois, il fallait chercher le meilleur moyen, en fait, pour arriver au but. Il y a des délais à respecter, donc du coup, tu as aussi un planning. Je m'occupais également de ce planning. Et du coup, tu as l'impression d'être toujours en train de jongler entre les clients, les chefs de projet, les développeurs, pour savoir, en fait... si le planning, surtout, est bien respecté. Alors, dans cette histoire de planning, moi, j'ai appris énormément de choses, hein, si tu veux. Bon, j'en savais déjà pas mal, mais elles se sont encore confirmées avec cette expérience de directeur, en fait, des opérations. C'est les notions de prévisibilité et d'imprévisibilité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que souvent, les gens qui réalisent comme ça des projets pour des clients, ils en discutent, comme je te l'ai dit. Ensuite, on établit un planning. Et puis, on se dit, je vais te livrer en fait le truc dans... Allez, mettons 3 mois, mettons 6 mois, peu importe. Et puis, on commence à poser ce qu'on appelle des jalons, c'est-à-dire on fait des étapes. Donc, il y a cette première étape étant en général l'étude d'adéquation. Et puis après, on commence à passer en fonctionnement vraiment, c'est-à-dire que chacun se met au boulot
développe en fait sa partie, et puis jusqu'à mener à bien le projet. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on ne tient absolument pas compte de l'imprévisible. Et notamment dans cette boîte où j'ai travaillé, l'imprévisible il était incarné en fait par le patron en fait de la société, qui, à mon avis, est un créatif qui a une idée par seconde, donc et puis qui veut aussi toujours faire plaisir à ses clients, ce qui fait que les deux conjugués, il n'était pas rare en fait que souvent ils interviennent en fait sur le planning en disant non bah ça on peut pas, il faut remettre ça autrement, ce qui fait que ce type incarnait véritablement en fait l'imprévisible pour moi, pour le directeur des opérations, entre guillemets, que j'étais. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai toujours un œil, en fait, sur la manière d'ouvrir la porte le matin et de regarder un petit peu dans quel état il était. Est-ce qu'il avait l'air d'une cocotte minute et qu'il allait nous exploser dans... Voilà, alors, je le dis gentiment, parce que j'ai trouvé cette équipe super sympa, et ce type, je ne sais pas s'il écoute la vidéo, enfin le podcast, franchement, j'ai beaucoup appris aussi avec lui, justement, à cause de cette fonction d'imprévisibilité. Alors, on se retrouve un petit peu aujourd'hui dans cette même histoire, c'est-à-dire que là, j'ai encore reprévu, depuis le déconfinement du mois de mai, de remettre des cours en place. J'ai repris contact avec des lieux d'expo de manière à exposer. Voilà, il y a un nouveau planning qui s'est remis en place. Et puis, comme tu le sais, tout ça va se casser la figure assez rapidement, puisqu'on attend en fait les nouvelles consignes du gouvernement. Donc là, il est 17h30. J'ai pas encore les infos sur ce qui va se passer, mais c'est pas la peine d'être grand clair pour deviner que ça va certainement être une histoire de confinement généralisé à 80%, quoi. Voilà. Donc pour les cours, ça va être très compliqué. Pour les expos, c'est terminé. Voilà. Donc du coup, on se retrouve finalement un peu dans cette situation de l'imprévisible qui nous tombe dessus. Et est-ce qu'on peut pas faire autrement que toujours être un petit peu en train de subir, en fin de compte, cette imprévisibilité? Eh bien, je crois que si, on peut faire tout à fait autrement. Je ne sais pas si tu es au courant, mais dans les travaux publics, je me souviens de cette histoire-là, c'était dans les années 80, si tu veux, t'as eu une équipe, en fait, je sais plus si c'était des ingénieurs, travaux publics, etc., qui se sont dit, mais pareil, ils avaient le même problème que moi en tant que directeur des opérations j'avais, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire tous les plannings qu'ils voulaient avec leurs clients, il y avait toujours des aléas, et en fait, les chantiers n'étaient jamais livrés à temps, c'est-à-dire qu'après, il y a des pénalités de retard à payer, enfin, c'est compliqué. Donc, dans les années 80, ils se sont vraiment penchés sur le problème, et puis on est sorti un concept en fait qui s'appelle l'agilité. L'agilité, c'est justement pouvoir faire face à toute cette imprévisibilité qui peut nous tomber dessus toutes les 5 minutes, et de faire avec. C'est-à-dire, plutôt que de se dire, je fais avec l'existant, il faut prendre en compte aussi l'inexistant, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver comme ça, comme anicroche en fait sur le déroulement en fait d'un chantier. Alors bon, je ne vais pas t'expliquer toute la théorie de l'agilité, parce qu'il faudrait que je sois ingénieur minimum pour t'expliquer tout ça dans le domaine des travaux publics. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette notion d'agilité, elle a été reprise dans les années 2000 par des informaticiens, en fait, qui, eux aussi, avaient le même souci, c'est-à-dire qu'il fallait aussi prévoir l'imprévisible, et du coup, ils se sont confrontés à la même problématique, et ont aussi pondu en fait une sorte de manifeste en fait qui s'appelle aussi l'agilité en informatique. Alors tout ça confondu, si tu veux, ça m'a fait réfléchir
ça me fait réfléchir parce que je fais jamais de plan en fait. Tu sais, quand je fais mon podcast, j'ai 2-3 mots comme ça sur une feuille de papier pour pas quand même que je délire de trop et que je parte dans le décor. Mais j'ai 2-3 mots qui me servent. Je me dis tiens, est-ce que j'ai parlé de ce mot-là? Ouais, ok. Est-ce que j'ai parlé de l'autre? Ok. Et puis à un moment donné, je me dis bon tu peux un petit peu improviser. J'adore ça en fait, de plus en plus improviser parce que tu sais, moi j'ai envie que les gens qui suivent ma chaîne, ça soit un peu comme des amis. Alors, je sais que sur YouTube, t'as tout un tas de publics différents, etc. Moi, j'ai pas envie de te raconter des salades, j'ai pas envie de te proposer des liens pour acheter des formations, des trucs comme ça toutes les 5 minutes. Bon, je dis pas que j'en ferai pas, hein, je suis comme tout le monde, surtout maintenant avec le confinement qui risque d'arriver. Il faut que je trouve des nouveaux moyens, en fait, de faire bouillir la marmite. Mais pour le moment, moi, ce que j'ai envie, si tu veux, c'est que vraiment les gens qui viennent sur cette chaîne et puis qui écoutent mes contenus ou qui regardent mes contenus, j'ai envie que vraiment il y ait le courant qui passe. Alors n'hésite pas, si jamais mes podcasts t'intéressent ou mes vidéos, de t'abonner à ma chaîne ou de me mettre un commentaire. Bon, après, si t'aimes pas, eh ben écoute, si t'aimes pas, je te retiens pas, tu sais, c'est pas non plus catastrophique, hein, on peut pas plaire à tout le monde, et puis voilà, alors ça, cette idée-là, si tu veux, elle est bien ancrée au fond de moi, mais j'ai pas non plus envie, si tu veux, de faire n'importe quoi sur cette chaîne, c'est-à-dire racoler en fait une audience de touristes. Voilà, moi c'est simplement les gens qui s'intéressent à la peinture, qui ont envie de savoir un tout petit peu plus de choses sur la peinture, tu vois, et comment ça fonctionne, les problématiques qu'ils rencontrent, avec lesquelles on peut échanger, tu vois. Le reste, bon, écoute, si t'es un touriste, ben écoute... bon séjour sur la chaîne, tu vois, mais bon, si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Hein. Voilà, bon, je referme la parenthèse que j'avais pas ouvert, en fait, mais voilà. Du coup, tu vois, ça, c'est quelque chose d'imprévisible. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai une idée et tac, c'est ça ce qui est super, en fait, dans l'improvisation. C'est que d'un seul coup, j'ai une idée qui arrive et tac, je te la dis. Et puis, je vais pas le couper au montage. Je te laisse les choses comme ça. Comme ça, tu peux avoir vraiment l'intégralité, en fait, de ce petit moment qu'on passe ensemble entre amis. C'est vraiment un mode sur lequel j'ai envie de fonctionner, c'est-à-dire comme si j'étais au café avec toi, tu vois, en train de boire un café, ou peut-être mieux, hein, d'ailleurs, pendant qu'on peut encore boire des cafés ou autre chose, ce qui est pas garanti à partir de ce soir. Et puis voilà, toi tu me dis un truc... puis moi je t'en raconte un autre, et puis voilà, c'est sur le ton de la conversation. J'ai pas envie de me transformer en prof sur YouTube, tu vois, pas dans ce genre d'émission, et puis voilà, que ça reste à la bonne franquette. Donc, alors, ça peut paraître un peu brouillon à certains moments, cette histoire d'improvisation, mais j'adore ça en même temps, ce côté esquisse, ébauche, brouillon, tu vois, je suis peintre hein, quand même. Donc du coup, il faut bien que je tente des différentes manières en fait d'amener mon sujet, et voilà, donc tu fais un peu les frais des fois, si tu trouves ça brouillon, je m'en excuse par avance, il faut vraiment s'excuser, mais je pense pas que ça soit vraiment nécessaire non plus. Voilà, donc... alors, en parlant de ce côté brouillon, si tu veux, prévisible, imprévisible, et puis j'avais noté aussi le mot d'élégance, parce que je ne sais pas si tu sais que j'écris des textes tous les matins, donc tous les matins j'écris peut-être 2-3 textes, ça dépend de l'humeur, hein, je me lève toujours très tôt, et puis... c'est la première chose en fait que je fais de ma journée. Je prends mon café, hop, je monte et j'écris 2-3 textes. C'est-à-dire, je réfléchis pas vraiment, tu vois. Je fais comme je suis en train de faire ici là sur le podcast. Je chope un mot dans ma thématique actuelle qui est la créativité. Là, je m'intéresse quand même beaucoup à cette histoire de créativité. Donc, je chope un mot. Je vais voir si j'ai des doutes un petit peu sur le net pour glaner la vraie définition, parce que tu sais que la vraie définition c'est une définition pour tout le monde, mais moi, après, je brode là-dessus parce que les définitions pour tout le monde, ça m'intéresse pas, tu vois, c'est pas
c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, j'aime bien avoir mes propres définitions des mots que j'utilise. J'ai pas envie que les mots que j'utilise, ils aient traîné dans tellement de bouches, n'importe comment, que après ils sont sales, si tu veux. Donc, moi, je prends les mots et puis vraiment, je les regarde par rapport à mon expérience. Et donc, l'histoire de l'élégance, si tu veux, je pensais à ça ce matin. Je te mettrai le lien de mon blog, comme ça, si ça t'intéresse, tu pourras aller voir mes textes. L'élégance, en fait, pour résumer, si tu veux, c'est que, ok, tu peux être créateur, c'est-à-dire tu peux être une espèce de mitraillette à idées, comme ça, tu débordes d'idées, tu les notes partout, etc. Et puis, 90% de ces idées, tu vas rien en faire. Parce que ton truc, c'est pas de mettre en place, ton truc, c'est d'avoir des idées, tu vois. Donc, pour ça, tu as besoin d'un gars, ou tu as besoin d'une autre personne en toi, si je peux un peu exprimer les choses comme ça, une sorte de double, à qui tu vas dire, ok, moi j'ai fait tout un tas d'idées, là, j'ai créé tout un tas d'idées, mon pote, à toi de mettre en place, t'es le maître d'œuvre, et puis tu te débrouilles, tu vois, quand on n'a pas d'argent, on est obligé d'inventer, tu vois, on est obligé de réfléchir, et puis de se dire, en moi, je peux très bien avoir le créateur, je peux très bien avoir le maître d'œuvre, et puis je peux avoir l'ouvrier de base, si tu veux, qui lui va même pas réfléchir, il va avoir sa liste de tâches, et puis il va se mettre au boulot. De temps en temps, il va râler, parce que si d'un seul coup, on lui dit « Ah ben non, là, faut que tu arrêtes ta liste de tâches, parce que j'en ai une autre, là, tu vois », imagine un peu les conflits entre l'ouvrier et puis le maître d'œuvre et puis le créatif. Enfin bon, je t'en passe, c'est des détails, tu vois, parce que ça arrive régulièrement, je pense, chez beaucoup d'artistes. Hein. Alors, je te rappelle que moi, je ne suis pas un artiste, hein, je suis simplement peintre. Voilà, peintre, je fais des tableaux, je donne des cours, et pour moi, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Alors justement, pourquoi je ne suis pas un artiste ? Et j'ai envie de t'expliquer un petit peu en profondeur pourquoi je ne suis pas un artiste à mon sens. C'est parce qu'un artiste, il doit avoir une certaine élégance. Voilà. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait encore atteint ce niveau d'excellence ou ce niveau d'élégance que je vise depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'il faudrait à la limite que je parle beaucoup moins, tu vois, peut-être, pour expliquer les choses. Peut-être que j'aurais peut-être pas besoin de faire ces podcasts. Peut-être que j'aurais pas besoin de faire tous ces textes tous les matins. Peut-être que au lieu de faire 2000 mots tous les matins, j'aurais peut-être besoin que d'une seule phrase, tu vois. Moi, j'aurais adoré, par exemple, être mathématicien. Mathématicien, le problème que j'ai eu, c'est que les maths me rebutaient quand j'étais gamin, si tu veux. Je suis passé de l'arithmétique à l'algèbre, et du coup j'ai complètement lâché, comme pas mal de gens de ma génération d'ailleurs. Hein. Tous les gens qui sont nés en 60, à mon avis, ils ont subi un choc entre l'arithmétique et puis l'algèbre. C'était pas du tout la même philosophie, et, c'était beaucoup plus abstrait d'un seul coup, et puis on s'est mis à errer en fait dans les mathématiques beaucoup. Puis en plus, si tu veux, quand tu es dans des classes, à l'époque c'était des classes de 30, moi je comprends aussi les profs, hein. Si tu veux, le prof de maths, il s'intéressait à ceux qui suivaient, et puis bon, après, ceux qui suivaient pas, il s'en foutait un peu. Et voilà, il avait son chèque à la fin du mois, il prenait un petit peu de montant avec ceux qui suivaient, et puis il n'allait pas se casser la nénette à trouver des stratégies, si tu veux, pour expliquer les mathématiques au cancre. C'est dommage d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lâché en maths qui auraient peut-être pu raccrocher si on avait pris le temps de leur expliquer d'une autre manière. Tu vois, c'est bon. Enfin bref, on ne peut pas refaire le monde. Voilà, moi j'aurais bien aimé être mathématicien parce que les mathématiques m'auraient donné un raccourci, si tu veux, sur cette notion d'élégance. Tu sais que si tu veux résoudre une équation, tu as plein de manières de le faire. T'en as des longues, t'en as des lourdes, des laborieuses, tu vois, en général, c'est pas celles qui obtiennent les meilleures notes quand tu rends ta copie. Et puis, tu as la manière élégante, c'est-à-dire avec le moins, en fait, d'items possible, tu arrives à résoudre, en fait, l'équation. Et ça, si tu veux, c'est l'équivalent d'une phrase en poésie. Si tu lis un peu des poèmes, tu vois, alors je sais pas ta relation avec la poésie, hein, il paraît que ça se vend plus du tout, la poésie aujourd'hui, mais tu vois, pour moi, le poème, enfin
ouais, un poème, ça peut être comme une équation mathématique, et parfois, plus c'est court et plus il y a de silence entre les mots, plus les mots sont choisis justement pour faire sortir cette qualité de silence en fait entre eux, plus ça ressemble à une équation très très élégamment menée, tu vois. Voilà. Donc il y a cette histoire d'élégance. Alors bon, évidemment, tu as l'élégance comme on en parle dans les défilés de mode, si tu veux, ou les gens qui sont de la haute. Alors voilà, bon, cette élégance-là, elle a peut-être un lien aussi avec l'élégance dont je parle, mais elle m'intéresse moins, si tu veux, parce que c'est une élégance du paraître. C'est pas une élégance forcément de l'être. Ça devrait l'être normalement, tu vois, mais telle qu'on nous la présente aujourd'hui dans les médias, dans les magazines, etc., c'est un leurre, parce que c'est plus dans le paraître. Les gens sont, voilà, suffit que tu aies un truc Chanel ou je sais pas quoi, tu vois, une marque, pour que d'un seul coup tu t'identifies, tu sois identifié en fait aux gens qui portent ce type de marque. Donc reprenons un petit peu tout ça. J'ai parlé donc de cette histoire de prévisibilité et d'imprévisibilité. Ah oui, je reviens un petit peu sur ce domaine-là, si tu veux. Là, avec la crise en fait du Covid, tu vois des experts dans tous les sens, si tu veux, qui vont t'expliquer, qui vont rien t'expliquer. Finalement, ils vont te donner des infos que tu peux trouver partout maintenant, tu vois. En fait, c'est des gens qui répètent toujours les mêmes choses, mais ils t'expliquent absolument rien. Et je crois que c'est vraiment un signe des temps qu'on vit actuellement, si tu veux. Tout est dans la description et rien dans l'explication. Et c'est un peu comme nous, individuellement, si tu veux. On est dans le connu perpétuellement, et alors on se vautre dans ce connu, dans ces pensées qu'on a l'habitude de penser, si tu veux. On tourne un peu en rond, quoi, avec ces pensées connues et archi-connues. Et puis on reste là-dedans, on n'a pas envie d'aller dans l'inconnu ou dans l'imprévisible, c'est un peu la même chose d'ailleurs. On n'a pas envie de se risquer là-dedans. Alors oui, il y a un risque, bien sûr. Mais à mon avis, le plus grand risque, c'est de rester dans le connu, parce que je ne sais plus qui est-ce qui a écrit un super bouquin là-dessus. Il faudrait que je retrouve le nom de l'auteur. Il s'appelle Nassam. Je crois qu'il est libanais d'ailleurs. Et il a écrit un bouquin super, si tu as l'occasion de le lire, ça s'appelle Le Cygne Noir. Et il raconte en fait que... alors bon, ça part d'une légende aussi, du Levant, je pense, voilà, une légende de ces pays-là. Où, a priori, tous les signes sont blancs, tu sais, chaque fois que tu vois des signes dans les... Voilà, mais il y a quand même des signes noirs, et ils sont très rares, mais ce sont les plus importants quelque part, parce que c'est eux qui incarnent un petit peu cette histoire d'imprévisibilité. Le signe noir incarne l'imprévisibilité, un peu comme le corbeau peut incarner des trucs aussi chez nous, tu vois, voilà. Donc du coup, le signe noir, si tu veux, qui arrive comme ça, c'est toujours signe d'une catastrophe ou d'un grand changement qui va se passer, et on peut le modéliser, si tu veux. Ces signes noirs, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 4-5 en fait qui doivent exister, qui sont récurrents, qui reviennent régulièrement en fait dans l'histoire de l'humanité. Et alors ça peut être les fameux déluges, ça peut être les épidémies, ça peut être... Bon, je ne vais pas te les citer tous, parce que déjà je ne les connais pas, je ne me rappelle plus du bouquin dans son entièreté, tu vois, mais ça m'avait frappé en fait que ça soit identifié. C'est-à-dire que déjà il y a très très longtemps, je pense que ça date, je sais pas, à mon avis, ça doit dater de bien avant Jésus-Christ, cette histoire de signe noir, tu vois. C'est-à-dire que les anciens avaient déjà identifié cette imprévisibilité, et il avait donc essayé de l'incarner à travers différents symboles, dont le signe noir, par exemple. Alors, ouais, ça tombe super bien aujourd'hui que je parle de ça, tu vois. On est à la veille
d'un verdict là, à mon avis terrifiant sur ce qu'il va se produire sur les semaines à venir. Et puis donc il y a le signe noir, si tu veux, c'est cette épidémie de Covid-19 qui traîne d'ailleurs, hein, parce que ça fait quand même un moment maintenant qu'on est pris là-dedans. Et puis on s'aperçoit en fait du manque d'organisation par rapport à l'imprévisible. Alors bon, il n'y a pas que la France à mon avis, hein, il y a tous les pays plus ou moins. Après, dans les pays où il y a une dictature, ça doit être beaucoup plus facile à gérer parce que tu dis aux gens, ta gueule, tu restes dans ta chambre, tu bouges pas, sinon tu prends de la tôle. Donc là effectivement, il n'y a pas de discussion, tu vois. Mais dans un pays comme la France, c'est plutôt compliqué parce qu'on est plutôt gueulard, on est plutôt toujours à récriminer un peu contre tout. Donc du coup, qu'on nous fasse aller comme ça, comme des pantins, un coup on vous sort, un coup on nous rentre, au bout d'un moment, ça commence à gaver, quoi. Tu vois, comment on pourrait appeler cette gestion, en fait, on nous prend pour des cons, comme on dit. Voilà, c'est ça un peu, hein, ce qu'on a comme sentiment. C'est qu'on nous prend pour des cons. Alors, bon, en même temps, c'est la première fois qu'un gouvernement en France a affaire à un truc comme ça. Bien sûr qu'il y a déjà eu des épidémies de peste, de choléra, de tout un tas de choses, si tu veux. Mais là, maintenant, avec cette mondialisation, c'est encore plus difficile à gérer qu'avant, tu vois. Et puis, surtout, les médias n'arrêtent pas d'en remettre des couches et des couches. Je regardais tous les jours, maintenant, ils te disent le nombre de morts, tu vois. Alors, je veux dire, c'est quand même vachement morbide. Tu peux plus allumer une radio, tu peux plus allumer une télé, si tu veux, sans te tomber sur ce placard-là, avec le nombre de types, de personnes qui sont hospitalisées en urgence, et puis à côté, en rouge, tu as le nombre de morts, tu vois. Alors bon... Ok, il y a une épidémie qui a l'air grave, tu vois. À côté de ça, on parle plus de la grippe, on parle plus des autres maladies, il n'y a plus que celle-là, tu vois. Donc bon, moi je veux bien, hein, pourquoi pas. En même temps, je pense que c'est un signal très très fort en fait qui nous est envoyé par, alors appelle ça le hasard, l'imprévisible, le signe noir, tout ce que tu veux, pour voir un peu où on en est par rapport à notre relation, si tu veux, au monde, parce que on est quand même bien peinard dans notre train-train, là, à faire du pognon, etc., à envoyer des gens au boulot, métro, boulot, dodo, et puis d'un seul coup, non, il y a un grain de sable qui vient de se mettre dans la grande machinerie, et puis tout déraille. Et parce que ça, on l'avait pas prévu, tu vois. Je me rappelle là, l'histoire des masques, le fait quand même de faire fabriquer des masques en Chine, c'est quand même assez fort, tu vois. Ça veut dire que si la Chine est touchée, les livraisons de masques, tu as vu comment ça a traîné. Voilà, donc là, il n'y a pas de gestion, en fait, de l'imprévisible, et que ça soit au gouvernement ou dans beaucoup d'entreprises, hein, je peux te dire que l'imprévisible n'est pas du tout géré. Alors, on appelle ça en gestion de projet, la gestion des risques, mais ça me fait rigoler, parce que la gestion des risques, elle est toujours extrêmement minimum, tu vois, pour le peu, moi, que j'en connaisse, hein, parce que j'ai quand même fait pas mal d'entreprises, et la gestion des risques à ce niveau-là, elle n'est pas du tout envisagée, tu vois. Donc là, c'est pour ça que le gouvernement, d'ailleurs, a mis en place cette possibilité de mettre les gens au chômage partiel, c'est-à-dire que quelque part, ils doivent se sentir péteux par rapport à ce manque de prévisibilité ou d'imprévisibilité ou de gestion de l'imprévisibilité. Voilà, il se sent péteux et du coup, il prend sur lui en fait de payer les gens au chômage, quoi. Voilà, donc pour essayer de sauver les entreprises et puis que tout continue comme avant. Mais si ça se trouve, on pourra plus du tout continuer comme avant. Et puis il faut vraiment se mettre ça peut-être dans la tête un peu plus chaque jour. On peut plus continuer comme avant. Tu vois, moi par exemple, mon activité de prof de peinture, d'un seul coup. Je vais avoir un verdict là qui me dit c'est fini, tu peux plus donner de cours de peinture, tu vois. Imagine un peu on me dit ça tout à l'heure, mais pour moi ça va être dur à supporter, tu vois, parce que déjà les quelques mois là qui se sont écoulés, mon chiffre d'affaires était vraiment
minimum, tu vois. Et puis là, ça recommence, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, trouve des solutions un peu différentes. Essaye de, essaye de peut-être de lier des relations comme ça avec d'autres personnes sur Internet, en parlant de la créativité. Tu vois, il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation que moi aujourd'hui, et voilà, et puis du coup, échangeons là-dessus, tu vois. C'est en échangeant, je pense que quand je parlais de cette histoire d'agilité, et puis de mener des projets dans l'imprévisible, je crois que le collectif est super important, tu vois, parce que essayer de le faire tout seul, bon, tu peux y arriver, hein, je dis pas qu'on peut pas y arriver, mais en collectif, ça peut être super intéressant d'échanger justement sur toutes les stratégies pour vivre en fait avec cet imprévisible. Parce qu'aujourd'hui, on a le Covid-19, mais on ne sait pas demain ce qui va se passer, tu vois. Peut-être que demain, on va trouver encore d'autres virus qui vont nous tomber dessus, ou ça sera encore la même chose qui va se produire, tu vois. Ça va être une impuissance et une incapacité chronique à régler ce genre de problème. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à cette notion d'imprévisibilité. Alors, j'aurais pu t'en parler d'une manière beaucoup plus cool, mais là je suis tu as compris que j'étais un peu énervé quand même par ce qui se passe, tu vois. J'aurais pu t'en parler d'une manière beaucoup plus cool, en parlant de peinture, tu vois, tout simplement, et puis en te disant, quand tu fais un tableau, tu vois, laisse aller un petit peu ta main, tu vois, reste pas figé sur une idée trop arrêtée, laisse aller ton corps et laisse aller ta main de manière à ce que l'imprévisible arrive sur le tableau, tu vois. C'est à partir de cet imprévisible également que tu vas pouvoir travailler, parce que comme je le dis, je pense qu'il est source de beaucoup de bonnes choses. On le regarde d'une manière négative parce que ça nous emmerde, on est obligé de modifier en fait nos comportements, mais en même temps, je pense que c'est une très bonne chose justement de modifier, enfin d'être obligé de modifier son comportement. Tu comprends? On remet toujours au lendemain. On se dit, ah ouais, tiens, il faudrait que je fasse ça parce que si jamais il se passe ça, et puis ça, on le remet toujours au lendemain. Mais là, on est dedans, tu vois. Aujourd'hui, on est dans dans le cas de figure où tu es en train de travailler avec l'imprévisible à chaque instant. Donc du coup, autant s'y mettre, autant s'y coller vraiment, tu vois, pour trouver vraiment des stratégies pour vivre comme ça. Voilà ce que je voulais te dire concernant cette histoire de créativité et puis d'élégance. Alors l'élégance, ça serait quoi? C'est justement, dans ce cas de figure, arriver tu vois, à pas vociférer comme des lourds tout le temps sur les réseaux sociaux, comme on est en train de le faire, tu vois. Se plaindre, moi je veux bien, se plaindre au bout d'un moment, c'est fatigant, tu vois. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est des gens qui disent, ok, c'est comme ça, mais est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que t'as imaginé qu'on pourrait faire ça différemment? Et puis trouver des formules ou des équations, tu vois, mathématiques, surtout des résolutions d'équations, avec une élégance magnifique, tu veux. Ça serait aussi des artistes, à mon sens, tu vois. Même un entrepreneur. Je pense que tout le monde est artiste. Je le redis encore. Un entrepreneur peut être artiste. Un plombier peut être artiste. Parce que le gars, quand tu regardes une installation de chauffage, par exemple, viens pas voir la mienne surtout, parce que tu vas avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête, mais une installation de chauffage qui est bien réfléchie, qui est bien fichue, c'est un art, si tu veux. Les gars qui font ça, s'ils le font vraiment sérieusement, ils peuvent vraiment prendre leur pied. Hein. Moi, j'ai un copain, si tu veux, qui est peintre aussi, je t'en ai peut-être déjà parlé, c'est Thierry Lambert. Et ce type, il me fascine parce que il se déplace pas mal, tu vois, il va avoir des expos, etc. Et puis moi, bon, de temps en temps, je vais le voir. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Il faudrait que je lui téléphone quand même pour voir s'il est pas mort, parce que non, mais il est pas mort, il est sur Facebook. Mais voilà. Et ce gars, il passe son temps en fait à trouver des raccourcis.
pour aller d'un point à un autre. Alors ça, j'adore, parce que quand on discute, j'avais une expo à un moment donné, pas très loin de chez lui, et puis donc je lui ai dit la route que moi j'avais pris la 86 depuis le coin où j'habite, et puis il me dit mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu faire autrement, tu t'aurais pu passer par voilà, puis t'aurais rencontré moins de cons sur la route, du coup tu serais arrivé plus vite, tu vois. Et du coup, plusieurs fois il m'a fait le même la même réflexion et du coup, mais je lui dis mais tu passes ton temps en fait à regarder des cartes et puis à trouver des petits chemins de manière à aller au but de plein de manières différentes et souvent au plus simple. Et quand je regarde ses dessins, si tu as l'occasion d'aller voir son travail, je crois qu'il est sur Instagram et puis sur Facebook, je te mettrai les liens tiens, en fin d'émission, je crois que ça vaut le coup parce que quand tu le regardes dessiner, tu vois ses dessins, il tremble pas le gars, c'est direct, hein, tu vois, il prend son crayon, tac, 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 toute la feuille est remplie, et puis après, il repasse au feutre, le gars, il déraille pas, tu vois, il sait où il va, tu vois, il a trouvé le chemin le plus court pour faire son dessin. Alors, le chemin le plus court, il l'a pas trouvé au premier coup, hein, je peux te dire que des dessins, là, je regarde ces femmes chamanes, etc., j'ai vu son travail sur 10 ou 15 ans, je sais plus, tu vois. Et au début, les femmes chamanes, tu vois, elles sont un peu lourdes, puis maintenant, elles sont super élégantes. Voilà le travail d'un véritable artiste. C'est-à-dire quelqu'un, en fait, qui va toujours travailler pour trouver, en fait, une méthode qui soit à la fois plus efficace et plus élégante. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. C'est un petit peu empreinte de colère et puis d'indignation par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là pour nous tous, tu vois. Je suis pas content de tout ça parce que je pense qu'on aurait pu prévoir les choses, on aurait pu prévoir l'imprévisible. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. On se serre l'écoute. Si jamais tu as aimé mon podcast, vas-y, abonne-toi, mets-moi un commentaire, appuie sur la cloche. Je ne sais plus dans quel ordre il faut faire les choses. Mais voilà, je te souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.